Soudan, le procès de Omar El-Béchir est de nouveau reporté. La prochaine audience est fixée au 3 novembre prochain. Il est poursuivi pour coup d'État perpétré en 1989. Plus de 1300 détenus se sont évadés ce mardi de la prison de Béni située à l'est de RDC. C'est à la suite d'une attaque attribuée au groupe armé ADF revendiqué par le groupe d'État islamique. Un différend entre un club de football et la fédération tunisienne a dégénéré en manifestation de colère suivie d'une grève générale depuis lundi. Le football tunisien se déchire sur les prochaines élections à la CAF. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Omar El-Béchir n'en finit pas avec ses allers-retours au tribunal. Le procès de l'ancien chef de l'État soudanais est de nouveau reporté. La prochaine audience est prévue pour le 3 novembre prochain. Il est poursuivi pour coup d'État perpétré en 1989. Les détails. La prochaine audience du 3 novembre sera consacrée à la réponse des représentants de la défense à l'acte d'accusation, a annoncé le président du tribunal. Diffusée à la télévision soudanaise, l'audience de mardi était la 7e depuis le début le 21 juillet du procès dans lequel Omar El-Béchir risque la peine de mort. L'examen des faits a été reporté à plusieurs reprises, à chaque fois en raison de questions de procédure. Parallèlement, des avocats de la défense ont recusé les chefs d'accusation énoncés par le procureur général, parmi lesquels la mise en danger du régime constitutionnel et recours à l'armée pour commettre un crime. La majorité des avocats de Béchir et de ses 27 co-accusés avaient alors quitté la salle pour protester contre, selon eux, la partialité du procureur général. Omar El-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée en avril 2019 après plusieurs mois de révolte populaire et est actuellement détenu à Khartoum. Il est également recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, région déchirée par un conflit meurtrier depuis près de 2 décennies. Cette évasion spectaculaire en République démocratique du Congo, plus de 1300 détenus se sont évadés ce mardi de la prison de Béni située à l'est de ce pays. C'est à la suite d'une attaque attribuée au groupe armé ADF revendiqué par le groupe État islamique. Des centaines de prisonniers se sont enfuis mardi de la prison de Béni dans l'est de la République démocratique du Congo après une attaque attribuée au groupe armé ADF et revendiquée par l'État islamique. C'est la prison de Kangbayi qui a été attaquée par des ADF, forces démocratiques alliées, a déclaré le maire par intérim de la ville de Béni. Seule une centaine de détenus n'ont pas quitté la prison sur les 1455 qui s'y trouvaient. Pour la police congolaise, 2 prisonniers ont été tués par balle et sur 1300 détenus, un grand nombre s'est volatilisé dans la nature après cette attaque conduite par les rebelles ADF vers 4h30. Historiquement, les ADF sont des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la RDC depuis 1995. Ils sont accusés du massacre de plus d'1 millier de civils dans la région de Béni depuis octobre 2014. Le groupe État islamique a revendiqué le raid contre la prison de Kangbayi en République démocratique du Congo qui a conduit à la libération des centaines de prisonniers, ont indiqué les experts du site Intelligence Group. Les ADF de leur côté n'ont jamais revendiqué aucune action. Des dizaines de militaires et policiers sécurisaient la prison mardi avant midi, tandis que les autorités locales visitaient les lieux. Sur place, les riverains disaient craindre une recrudescence de l'insécurité après cette spectaculaire évasion. Toujours en République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale s'est emparée du dossier explosif de Minouembe, localité des hauts plateaux dans l'est du Congo, dont le statut attise de vieilles menaces envers le Rwanda voisin. Plus de précisions à travers cet élément. L'Assemblée nationale congolaise a interpellé le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, accusé d'avoir installé, fin septembre, la commune de Minambwe et son bourgmestre, issu de la communauté des Congolais Tutsi Banyamulenge, aux lointaines origines rwandaises. Chez de nombreux Congolais, cette décision a réveillé de douloureux souvenirs de la Deuxième Guerre du Congo, quand le Rwanda de Paul Kagame
où ces milices se battaient dans l'est du pays. À l'époque, Minembwe avait été élevé au statut de territoire par l'une de ces rébellions pro-rwandaises, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Le 8 octobre dernier, le président Félix Tshisekedi avait annulé cette décision de donner à Minembwe le statut d'une commune à part entière. Il a annoncé la mise en place d'une commission sur le sujet. Interpellé par l'Assemblée, le ministre Rouberois, lui-même, Bania Moulengue, s'est défendu en affirmant que c'est le gouverneur de province qui a procédé à l'installation de la commune et son maire. Ancien responsable de la rébellion RCD, Rouberois s'est donné 48 heures pour répondre à toutes les interpellations, parfois vives, des députés. La commune de Minembwe a été créée sur base de mensonges, a estimé le député Ami Amatobe, élu de Fizi, dans la région de Minembwe. Des responsables politiques et des mouvements de la société civile affirment en effet redouter que Minembwe ne marque le début de la balkanisation de l'Est de la RDC au profit du Rwanda. Dans une déclaration, les évêques catholiques ont exhorté ce lundi à résister pacifiquement à la balkanisation de la RDC, au dépeuplement et à l'occupation des terres. En Guinée, alors que la compilation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle se poursuit, la CENI a rappelé qu'elle était la seule habilitée à proclamer les résultats et mis en garde les candidats. Mais malgré cela, des heurts ont éclaté dans la capitale Conakry après que Cellou Dalein Diallo a revendiqué la victoire. À Conakry, la capitale guinéenne, les partisans de l'opposant Cellou Dalein Diallo célèbrent sa victoire autoproclamée. Cette déclaration a déclenché des scènes de liesse dans les banlieues populaires de Conakry, où les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les partisans du principal opposant, qui avait promis de ne pas se laisser voler la victoire. Moi, je pense que la CENI ne fera que publier les résultats sortis des urnes. La CENI n'aura pas d'autre choix que publier les résultats sortis des urnes. Et les résultats sortis des urnes donnent Mamadou Cellou Dalein Diallo victorieux, comme il vient de l'annoncer tout de suite. En ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante CENI, elle a affirmé qu'aucun résultat provisoire du premier tour des élections présidentielles du 18 octobre n'a pour l'instant été officiellement proclamé. Je voudrais donc rassurer le peuple de Guinée qui a voté dans le calme, dans la paix, sans violence, qu'aucun résultat provisoire pour le moment n'a été proclamé et que la Commission électorale nationale indépendante est la seule institution habilitée à proclamer les résultats provisoires. Et cette proclamation qui doit se faire dans un délai maximum de 72 heures à compter de la réception du dernier procès verbal des commissions administratives de centralisation des votes. Et donc, c'est l'assurance que je voudrais donner au peuple de Guinée que la Commission électorale nationale indépendante est en train de prendre toutes les mesures pour le respect scrupuleux du délai légal prévu dans le code électoral révisé. Le parti du président sortant Alpha Condé a lui aussi condamné cette proclamation et appelé ses partisans au calme dans l'attente des résultats officiels. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est programmé pour le 24 novembre prochain. À 10 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la situation est sous tension à Abidjan ainsi que dans plusieurs localités du pays. À la fin de sa mission ministérielle, la délégation de la CEDEAO a appelé à la retenue, mais également invité Pascal Affi-N'Guessan du FPI et Henri Konan Bédié du PDCI à reconsidérer leur mot d'ordre de boycott du scrutin. Reportage. C'est après une visite de courtoisie au président sortant Alassane Ouattara et des consultations avec le Premier ministre, les partis politiques de l'opposition, mais aussi plusieurs ambassadeurs accrédités membres du Conseil de sécurité des Nations Unies que la déclaration de la délégation de la CEDEAO a eu lieu. La plateforme de l'opposition prévoyait une déclaration officielle commune. La mission a exhorté les candidats à la présidentielle du PDCI et du FPI à reconsidérer sérieusement la décision de boycotter l'élection et l'appel à leurs partisans à se lancer dans la désobéissance civile pour protester contre le processus électoral, mais plutôt à œuvrer de façon sérieuse pour parvenir à un consensus sur le processus électoral, puisqu'ils pourraient ne pas être en mesure de contrôler les excès qui résulteraient de leur appel à la désobéissance civile. À
Abidjan, des échauffourées ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des étudiants en grève qui manifestaient à l'appel du puissant syndicat FESI pour protester contre des frais scolaires et universitaires. Les étudiants ont incendié un bus et 2 voitures dans le quartier de Riviera 2. Des incidents ont aussi eu lieu à Dabou, Divo, Bonoua et à Yamoussoukro, selon des témoins et une source sécuritaire. Personnellement, je ne vois pas de raison d'abord avec ce qui se passe dans le pays. Si c'est tel qu'on le voit, il ne peut pas avoir de raison le 31 octobre. Il serait mieux que les dirigeants politiques s'asseyent ensemble, ils discutent et trouvent une solution pour le peuple. Ils doivent d'abord penser à l'intérêt des Ivoiriens que nous sommes, du peuple qui souffre depuis plus de 10 ans. On a vu le schéma en 2010, ce que ça a apporté. Les traces sont encore là. Certains ont perdu l'emploi, d'autres ont été tués. Pensons à ces familles-là et que ces dirigeants s'entendent pour que la Côte d'Ivoire ait une fois de bon la paix. Les craintes de violence sont grandes pour la présidentielle du 31 octobre, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts et qui était survenue après une décennie de tensions. Un différend entre un club de football et la fédération tunisienne a dégénéré en manifestation de colère dimanche, suivie d'une grève générale depuis ce lundi. Ceci alors que le football tunisien se déchire sur les prochaines élections à la tête de la Confédération africaine de football. De nombreux commerces, entreprises et administrations de la petite ville côtière de Cheba ont gardé le rideau baissé. Lundi, des protestataires ont bloqué l'entrée de cette ville du sud-est de la Tunisie avec des pneus en flammes, tandis que d'autres ont défilé en arborant les couleurs du club blanc et vert. Ils protestent contre la décision de la fédération de sanctionner le Croissant sportif chébien en l'interdisant de compétition en Ligue 1 pour toute la saison, selon eux, en représailles après des critiques sur la gestion du président de la fédération. Wadi Jari, qui dirige la Fédération tunisienne de football, FTF, depuis 2012, est actuellement en campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football, CAF. En tant que coordination, nous sommes contre l'injustice que connaît notre club et contre le harcèlement d'une partie de la Fédération tunisienne de football. La société civile a réagi et nous avons créé cette coordination afin d'organiser les manifestations et pour organiser l'entrée des supporters dans la ville. Nous demandons à Monsieur le Président de la République d'intervenir et de stopper cette farce, de rencontrer le président du club et son instance et qu'il écoute nos demandes. Depuis plusieurs mois, le dirigeant du CS Cheba, Taoufik Nkacher, est en conflit ouvert avec Jari, notamment après des publications sur Facebook critiquant le manque de transparence dans la gestion des fonds et appelant à un audit de la fédération. Le club s'était déjà vu infliger d'importantes amendes. En juillet, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a indiqué dimanche comprendre la colère des supporters tout en appelant à contester les décisions de la FTF par les voies légales. L'élection du président de la CAF est prévue le 12 mars 2021 à Rabat. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.